Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite capsule sur la section 2 pour vous donner un supplément d'informations sur la conservation de l'énergie mécanique. Donc à la section 1, vous avez pu revoir les notions d'énergie cinétique et d'énergie potentielle gravitationnelle que vous aviez déjà couvert en quatrième secondaire. Dans la section 2, on traite maintenant de la conservation de l'énergie mécanique. Donc même chose, il y a des informations que vous connaissez déjà, en partant de la propriété remarquable de l'énergie qui est d'être conservée. Donc, dans l'univers, on considère que le niveau total d'énergie est stable, ne varie pas. Et on va, dans nos problèmes de physique, s'intéresser à la transformation de cette énergie-là ou au transfert de cette énergie-là. Et on va s'intéresser uniquement à l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle dans un premier temps, puis on ajoutera éventuellement l'énergie potentielle élastique. Ça veut donc dire qu'on ne tient pas compte des transformations en énergie chimique, en énergie électrique, en énergie thermique également pour l'instant. Donc, on va distinguer dans la conservation de l'énergie mécanique deux grands cas, le cas des systèmes isolés et le cas des systèmes non isolés. Donc, la différence dans un système isolé, c'est un système qui n'aura pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Donc, on vous donne l'exemple des gens qui s'échangent de l'argent juste ici. Donc, on peut comprendre que quand il y a un transfert d'argent qui se passe entre deux personnes, que la pièce est fermée, qu'il n'y a pas d'argent qui entre ou qui sort de la pièce, donc ce sera un système qui sera isolé. Alors que si on ouvre la porte et qu'on fait entrer un certain montant d'argent, ben on peut comprendre qu'on est dans un système qui est non isolé. Donc, en physique, en réalité, je reviens juste ici, comme ça. En réalité, ce sera des échanges sous forme d'énergie thermique qu'on devra considérer. Donc, quand on s'intéresse à la conservation de l'énergie mécanique, on va dire qu'un système isolé signifie que le système sera sans frottement et qu'aucune force extérieure n'effectuera de travail sur lui. S'il y a du frottement ou s'il y a des forces extérieures qui agissent, ben à ce moment-là, ce sera un système qu'on considérera qui sera non isolé. Donc, pour la première section, eh bien, évidemment, on va s'intéresser aux systèmes qui sont isolés. C'est les systèmes qui sont les plus simples à couvrir, parce que dans un système isolé, ben c'est facile de réaliser que la conservation de l'énergie mécanique va se faire simplement par des transferts entre énergie cinétique et énergie potentielle. Donc, à nouveau, la loi de la conservation nous indique que toute l'énergie pourra être transformée ou transférée d'un corps à l'autre, mais qu'elle ne sera ni créée ni détruite, donc que l'énergie totale est une quantité qui est constante. Donc, une première formule simple, l'énergie mécanique initiale sera toujours égale à l'énergie mécanique finale. Évidemment, je vous rappelle que les énergies qui correspondent à la capacité à faire un travail sont mesurées en joules, comme ça ici, et que l'énergie mécanique, ben, c'est de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique initiale sera égale à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, et que l'énergie mécanique finale sera, elle, égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle gravitationnelle finale. Donc, petit exemple pour bien le comprendre, on a une personne ici qui s'apprête à faire un trajet en skateboard. Donc, quand il est situé au haut de la piste ici, on peut voir que toute son énergie est une énergie potentielle gravitationnelle, donc il est immobile pour l'instant. À partir du moment où il descend la rampe, ben on voit que son énergie potentielle gravitationnelle a diminué parce qu'il est tout simplement moins haut par rapport à une référence qui serait la hauteur 0 ici. Vous voyez qu'on a bien identifié la référence. Et que cette énergie potentielle gravitationnelle-là qu'il a perdue s'est transformée en énergie cinétique. Donc, il y a du mouvement. Énergie cinétique qu'on pourra calculer, évidemment. Quand il arrive au plus bas de la piste ici, il arrive au niveau 0, donc il n'a plus d'énergie potentielle gravitationnelle. Toute cette énergie-là s'est transformée en énergie cinétique. Il a donc une plus grande vitesse.
Vitesse qui va diminuer à mesure qu'il remonte la pente. Donc, on voit ici que son énergie cinétique a diminué. Et cette énergie-là s'est retransformée en énergie potentielle gravitationnelle parce qu'il s'élève par rapport à la référence. Et quand il va atteindre le haut de la rampe, il sera à nouveau immobile et il aura gagné toute l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, la longueur des rectangles vous indique que la quantité d'énergie est égale à tout moment de ce trajet-là. L'énergie ne fait que se transformer d'énergie potentielle gravitationnelle en énergie cinétique. Et on calcule qu'on n'a aucune perte d'énergie due au frottement, donc on a considéré qu'on était dans un système isolé. Donc, pour l'analyse de toutes les situations, on vous propose la méthode générale à suivre pour évaluer la loi de la conservation de l'énergie. Donc, on identifie d'abord est-ce qu'on a affaire à un système isolé ou non. Les premiers cas seront toujours des systèmes isolés. On place notre niveau de référence comme vous avez bien appris à le faire. On identifie l'instant initial, l'instant final pour pouvoir comparer l'énergie mécanique initiale et l'énergie mécanique finale. On identifie toutes les variables qui sont dans notre problème et ensuite on peut calculer les valeurs d'énergie cinétique et potentiel gravitationnel grâce aux formules que vous avez vues à la section 1. Ce sera la même démarche quand on aura affaire à un système qui est non isolé. Donc, je m'en viens rapidement au système non isolé. En fait, quand on est dans un système non isolé, tout ce qui va s'ajouter, ben, ce sera l'action de force extérieure et la force de frottement sera considérée comme une force extérieure. Donc, dans un système qui est non isolé, il y a un travail qui est fait par une force qui va faire gagner ou perdre de l'énergie mécanique, dépendamment si le travail est positif ou si le travail est négatif. Donc, dans la formule de la loi de la conservation de l'énergie, on avait dans un système isolé l'énergie mécanique initiale qui était égale à l'énergie mécanique finale. Ben, on va tout simplement, dans un système non isolé, ajouter le travail fait par la force extérieure, qui va s'ajouter à l'énergie mécanique initiale pour pouvoir trouver l'énergie mécanique finale, qui est ici. Et vous aurez des exemples qui vont vous permettre de réaliser les numéros en lien avec les calculs de conservation d'énergie dans un système non isolé. Donc, je vous souhaite un bon travail.